Bonjour tout le monde, alors on se retrouve pour la correction dans un premier temps de l'activité sur les conversions d'énergie et ensuite on continuera sur une forme d'énergie en particulier qui est l'énergie électrique où on donnera des formules mathématiques pour pouvoir calculer une énergie électrique et calculer une puissance électrique. On reviendra bien entendu sur ces notions là et aussi sur des notions qui ont été déjà vues en 5e et en 4e, notamment la notion de tension électrique et de courant électrique, d'intensité du courant électrique. D'accord ? Alors, on va commencer déjà par la correction de l'activité sur les conversions d'énergie. Donc, on avait vu que de l'énergie électrique pouvait être produite grâce à le mouvement d'un aimant à proximité d'une bobine. D'accord, hein, le fait de bouger un aimant à proximité d'une bobine de cuivre, ça crée de l'énergie électrique. En réalité, ce qui se passe, c'est qu'on va convertir l'énergie cinétique de l'aimant qui bouge. Hein, je vous rappelle, l'énergie cinétique, c'est l'énergie de mouvement. Donc, comme l'aimant bouge, il a de l'énergie cinétique, et cette énergie cinétique va être convertie en énergie électrique grâce justement à la bobine de cuivre. D'accord ? Et l'association aimant plus bobine de cuivre, c'est ce qu'on appelle un alternateur. Et l'alternateur, on le retrouve dans toutes les centrales qui produisent de l'électricité. D'accord ? Par exemple, ici, sur une centrale éolienne, vous avez un alternateur, là le numéro 4, c'est un alternateur, qui va être mis en fonctionnement grâce à la rotation des pales de l'éolienne qui sont mises elles-mêmes en mouvement grâce au vent, donc à l'énergie cinétique du vent en fait. Hein. C'est l'énergie cinétique du vent qui va être convertie en énergie électrique grâce à l'alternateur. C'est la même chose dans une centrale hydroélectrique, sauf que cette fois-ci c'est pas l'énergie cinétique du vent, mais l'énergie cinétique de l'eau. Hein. Vous avez de l'eau qui va couler dans une conduite forcée et qui va faire tourner une turbine et un alternateur pour produire de l'énergie électrique. Vous avez la même chose dans une centrale thermique à flamme, donc que ce soit à charbon, à fioul ou à gaz. Le but c'est de faire chauffer de l'eau grâce à la combustion du charbon, du fioul ou du gaz. Cette eau va se transformer en vapeur sous pression et cette vapeur sous pression a beaucoup d'énergie cinétique et va faire tourner toujours une turbine et un alternateur et donc être convertie en énergie électrique. Et c'est pareil encore une fois pour les centrales nucléaires, je ne reviens pas là-dessus. Alors, la correction, rapidement, quels sont les 4 principaux types de centrales électriques utilisées dans le monde et quelles sources d'énergie utilisent chacune d'elles. Alors, les 4 principaux types de centrales électriques utilisées dans le monde sont les centrales thermiques à flamme, donc on l'a dit, soit à charbon, à gaz ou à pétrole, fioul ou pétrole, hein, c'est la même chose, les centrales éoliennes, les centrales hydrauliques et les centrales thermiques nucléaires. D'accord ? Vous avez aussi des centrales avec des panneaux photovoltaïques. Bon, c'est un petit peu particulier. Ici, ces centrales-là n'utilisent pas d'alternateur. Hein. C'est un mécanisme tout à fait différent dans les panneaux solaires. D'accord. D'ailleurs, je ne sais même pas si on appelle ça des centrales. Faudrait que je vérifie. Il faudrait que je vérifie. Donc, les 4 principaux types de centrales électriques utilisées dans le monde sont celles-là, et les centrales thermiques sont les plus utilisées, notamment les centrales thermiques à charbon. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que c'est problématique en termes d'environnement, parce que les centrales thermiques à charbon, lors de la combustion du charbon, ça rejette du CO2. CO2 qui est un gaz à effet de serre et qui provoque un réchauffement, d'accord, de l'atmosphère. Et qui est donc impliqué dans le changement climatique. Question de quel est l'élément commun à toutes ces centrales. On l'a vu, l'élément commun de ces centrales c'est l'alternateur. D'accord, c'est l'alternateur qu'on retrouve dans chacune de ces centrales là, puisque c'est l'élément principal qui va convertir l'énergie cinétique de l'eau par exemple, ou du vent, ou de la vapeur d'eau, en énergie électrique. D'accord. Question 3, quelle conversion d'énergie est commune à toutes les centrales électriques? Eh bien, on vient de le dire, c'est la conversion de l'énergie cinétique en énergie électrique grâce à l'alternateur. D'accord. Question 4, dans les centrales électriques, quelle forme d'énergie est toujours recherchée pour obtenir l'énergie électrique? La forme d'énergie qui est toujours recherchée, c'est l'énergie cinétique. Hein. C'est toujours cette forme d'énergie-là qui est recherchée parce que l'alternateur convertit cette forme d'énergie-là en énergie électrique. Donc, ce qu'on veut, c'est que avant l'alternateur, il y ait de l'énergie cinétique pour pouvoir avoir de l'énergie électrique en sortie de l'alternateur. D'accord. Par exemple, dans les centrales éoliennes,
c'est très bien parce que l'énergie cinétique, elle est directement là. Elle est directement avant l'alternateur, hein. C'est l'énergie cinétique du vent. C'est la même chose dans une centrale hydroélectrique, d'accord? L'énergie cinétique, elle est directement présente avec le mouvement de l'eau juste avant l'alternateur, d'accord? Par contre, dans une centrale thermique à flamme, on est obligé de transformer l'énergie chimique du charbon, par exemple, ici, en le faisant brûler, en vapeur d'eau sous pression, et c'est elle qui contient l'énergie cinétique. C'est pas le charbon qui contient l'énergie cinétique, hein. Dans le charbon, il y a de l'énergie chimique. Et cette énergie chimique, on va l'extraire du charbon en le faisant brûler, en fait, et on va la transférer à l'eau liquide qui va se transformer en vapeur, et dans cette vapeur là vous avez l'énergie cinétique qui va faire tourner l'alternateur, et c'est pareil aussi pour la centrale nucléaire. À la base, dans le réacteur ici, vous avez de l'énergie nucléaire, d'accord, qui va être libérée lors des fissions nucléaires sous forme de chaleur, qui va venir faire bouillir de l'eau et produire de la vapeur d'eau, et c'est dans cette vapeur d'eau qu'il y a l'énergie cinétique pour faire tourner l'alternateur. Voilà, d'accord? Et enfin, dernière question, voici la chaîne énergétique d'une éolienne. Donc on avait... Non, c'est pas la dernière question, pardon, excusez-moi. Donc on a le vent. Je rappelle que les rectangles, ça représente les réservoirs d'énergie, c'est-à-dire les objets ou les lieux où se trouve l'énergie au départ. Dans le vent, vous avez de l'énergie cinétique. Cette énergie cinétique va arriver dans un alternateur qui va la transformer en énergie électrique et aussi en énergie thermique. D'accord, l'alternateur, il produit toujours de l'énergie thermique. Alors cette énergie thermique là, elle est un peu perdue en fait, hein. On ne peut pas la réutiliser. Cette énergie thermique, c'est de la chaleur, hein. L'énergie thermique, c'est de la chaleur. En fait, lors du fonctionnement d'un alternateur, comme vous avez un aimant qui tourne dans une bobine, vous pouvez, comme tout mouvement en fait, hein, il y a des frottements, hein. On l'a déjà dit lors de la leçon sur l'énergie cinétique. Dès qu'il y a un mouvement, il y a forcément un frottement, en tout cas lorsqu'on est sur Terre, d'accord, que ce soit un frottement avec de l'air ou avec un solide, peu importe, et ce frottement là va dissiper l'énergie en chaleur, en fait, en énergie thermique, hein. C'est tout bête, hein. Si vous frottez vos deux mains ensemble, vos deux mains sont en contact et elles sont en mouvement l'une par rapport à l'autre, et ben elles frottent l'une sur l'autre et vous allez voir qu'au bout de quelques secondes, ça commence à chauffer. D'accord? L'énergie cinétique de vos deux mains, quand vous les mettez en contact, va être dissipée sous forme de chaleur. D'accord? Donc sous forme d'énergie thermique. Voilà. Petit A, expliquer pourquoi l'alternateur ne convertit pas toute l'énergie cinétique du vent en énergie électrique. Donc ça, je viens de le dire, c'est à cause des frottements au niveau des pièces de l'alternateur, une partie de l'énergie cinétique est convertie en énergie thermique. Petit B, dessiner la chaîne énergétique de la centrale hydroélectrique sur le même modèle que celle de l'éolienne. Bon, ben ça, si c'est sur le même modèle, ben c'est la même chose, sauf qu'on va remplacer du coup le réservoir d'énergie, c'est plus le vent, mais c'est de l'eau en mouvement cette fois-ci, d'accord. Cette eau en mouvement contient aussi l'énergie cinétique, qui va arriver dans l'alternateur et qui va être transformée en énergie électrique et en énergie thermique. Et enfin, compléter la chaîne énergétique de la centrale thermique ci-dessous en vous aidant des mots suivants. Donc, bien entendu, le réservoir, c'est-à-dire l'objet qui contient l'énergie au départ, c'est le charbon. Il contient quelle forme d'énergie? Il contient de l'énergie chimique, le charbon. Cette énergie chimique va passer dans la chaudière, d'accord. La chaudière va transformer l'énergie chimique qui est contenue dans le charbon en énergie thermique, hein. C'est lors de la combustion en fait, hein. On fait la combustion dans la chaudière, et en faisant cette combustion dans la chaudière, l'énergie chimique du charbon est transformée en énergie thermique, c'est-à-dire en chaleur. Cette énergie thermique va être transférée, absorbée par l'eau dans le générateur de vapeur. Alors le générateur de vapeur, il est là en fait, hein. Voilà, c'est écrit là, générateur de vapeur, c'est ça en fait, d'accord, cette espèce de radiateur en fait. Donc ce générateur de vapeur va convertir l'énergie thermique en énergie cinétique. Cette énergie cinétique est bien entendu contenue dans la vapeur d'eau qui est sous pression et qui avance très vite. Et du coup, l'alternateur, enfin, va convertir cette énergie cinétique en énergie électrique et aussi en énergie thermique. Toujours énergie thermique, d'accord. Voilà. Donc les notions importantes à retenir. Dans une centrale électrique, l'alternateur convertit l'énergie cinétique en énergie électrique. D'accord. Une partie de l'énergie cinétique est également convertie en énergie thermique, qui est inutilisable plutôt, d'accord,
parce qu'on ne peut pas la récupérer cette énergie thermique pour pouvoir la convertir encore une fois en énergie électrique. On n'a pas les capacités en fait, hein. Récupérer l'énergie thermique d'un alternateur en fonctionnement, on peut pas. Pour illustrer les conversions d'énergie, on utilise un diagramme représentant la chaîne énergétique, c'est-à-dire ce type de diagramme là. Voilà. Très bien, allez, on se retrouve juste après pour la suite de la leçon sur l'énergie électrique et l'énergie et la puissance électrique. Pardon. Allez, à tout de suite. Aujourd'hui, on va utiliser un logiciel, d'accord, sur internet qui va nous permettre de faire des circuits électriques. Parce que oui, aujourd'hui, comme on parle d'énergie électrique, on va aussi un petit peu parler de circuits électriques, on va un petit peu parler de tension et d'intensité du courant, d'accord. Ça, ce sont des souvenirs de 4e et de 5e. Normalement, vous avez dû voir ça en 5e ou en 4e. On va faire quelques petits rappels quand même, histoire de se remémorer tout ça. Et puis ensuite, on rentrera vraiment dans le vif du sujet de l'énergie électrique et de la puissance électrique. Alors, vous allez suivre exactement ce que je vais faire maintenant. Vous allez aller sur Internet. Vous allez, typiquement, vous allez aller sur Google, d'accord. Voilà, Google. Et dans la barre de recherche de Google, vous allez taper FET Colorado. Colorado, comme ça. P-H-E-T, plus loin C-O-2-L-O-R-A-D-O. Puis vous faites Entrée. Et vous allez prendre la première... alors, il n'y a qu'un seul L, bon, c'est pas très grave. Vous allez prendre le premier lien ici. Des simulations gratuites en physique, chimie, biologie, etc. Donc, ça va vous amener sur une nouvelle page. Où vous avez plusieurs onglets en haut ici. Et vous prenez le premier onglet, simulation, et vous allez cliquer sur physique. Puis ici tout à gauche, vous avez d'autres petits liens sur lesquels vous pouvez cliquer. Vous cliquez sur le dernier là, électricité, aimant et circuit. Hop. Voilà. Et ensuite vous allez cliquer ici sur la troisième image, kit de construction de circuit CC Labo Virtuel. Donc vous cliquez dessus. Voilà, vous cliquez dessus, clic gauche, et vous recliquez ici sur la petite icône lecture, et normalement ça devrait, hop, voilà, vous ouvrir la page internet. Voilà. Alors quand vous êtes arrivé ici, vous voyez qu'il y a plusieurs informations sur l'écran. On va commencer, on va aller de gauche à droite. Donc la première information que vous voyez tout à gauche, c'est les différents dipôles que vous pouvez utiliser pour faire un circuit électrique. D'accord, vous avez le fil. Alors je peux le prendre. Pour le prendre et pour le mettre ici au milieu, il faut rester appuyé sur le clic gauche. D'accord, hop, et je lâche. Et là vous avez votre fil électrique. Vous pouvez l'agrandir, vous pouvez le mettre un peu dans le sens que vous voulez, peu importe. D'accord. Vous avez la batterie, donc une pile, d'accord, avec le pôle plus en jaune orange ici et le pôle moins en noir. Vous avez une ampoule, voilà, avec son filament à l'intérieur. D'ailleurs je vais peut-être enlever ça, voilà, avec son filament ici à l'intérieur, une borne de la lampe et l'autre borne de la lampe. D'accord, le plot est ici et le culot est ici. Vous avez le résistor. Alors on va pas l'utiliser aujourd'hui, hein. Le résistor vous avez déjà dû le voir notamment en technologie je pense. Conducteur ohmique, c'est le deuxième nom aussi du résistor. Ça c'est un dipôle qui sert simplement à résister au passage du courant. Bon, on n'en aura pas besoin aujourd'hui. L'interrupteur, il peut être dans deux états, un interrupteur ouvert comme ça, ou fermé comme ça. D'accord, quand je clique dessus, je peux soit l'ouvrir, soit le fermer. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore? Bah, j'ai un autre fil. Après, alors oui, vous pouvez cliquer sur les flèches en haut, en bas pour faire défiler les différents dipôles. Fuse, ici, c'est un fusible, d'accord. On ne l'utilisera pas aujourd'hui. Vous avez une autre pile qui, elle, peut délivrer plus d'énergie électrique que la première, d'accord. Une autre lampe aussi, qui a une résistance un petit peu plus grande que la première. Et pareil, encore un résistor ici, etc., etc. Et tout en bas, vous avez encore un fil, vous avez un billet de $, un trombone, une pièce, un effaceur, etc., etc., une main, un chien, un crayon. Ça, c'est pour faire simplement les expériences de conductivité électrique, d'accord. Si un matériau est conducteur ou isolant, par exemple. Voilà. Je vais ranger tout ça. Donc, bien entendu, pour faire des circuits électriques, il faudra utiliser les icônes des dipôles qui sont à gauche, dans le volet roulant à gauche. Ensuite, à droite,
Voilà, à droite ici vous avez une petite case où vous pouvez montrer le courant. Alors soit le courant des électrons, soit le courant conventionnel. On va plutôt mettre le courant conventionnel, d'accord. Cliquez sur conventionnel. Si c'est électron qui est sélectionné, vous cliquez sur conventionnel. Étiquette, ça c'est simplement les noms des... Vous voyez quand je clique, ça fait apparaître les noms, ça les fait disparaître. Le nom des dipôles et des autres... enfin voilà, des dipôles. Les valeurs, c'est simplement les différentes valeurs que vous allez pouvoir lire, notamment sur les instruments de mesure. Je crois, hein, si je me rappelle bien. Résistivité du fil, bon ça on s'en fiche. C'est simplement pour savoir si le fil qui est ici résiste beaucoup ou pas beaucoup au passage du courant. Et résistance de la batterie c'est pareil, mais pour la batterie, pour la pile. Voilà. Et ces deux boutons là, c'est simplement pour avoir les icônes sous forme de schéma normalisé ou alors sous forme de dessin. D'accord? Voilà. Alors, on va commencer par quelques petits rappels d'intensité du courant et de tension. Donc je vais faire un circuit électrique tout simple avec une pile, un fil et une lampe. D'accord? Enfin avec un fil, avec deux fils pardon plutôt, et une lampe. Voilà. Hop. Donc quand le circuit est fermé, comme ici, hein, on voit le courant électrique qui circule, donc qui part du plus de la pile, j'ai déjà dit, c'est le côté orange jaune. Donc le courant part d'ici, il circule dans les fils, hop, il rentre dans la lampe par le plot, il traverse le filament, il va en profiter pour chauffer le filament et faire de la lumière, puis le courant ressort par le culot, réemprunte les fils pour retourner à la pile à la borne moins. D'accord, je vous rappelle, le sens conventionnel du courant, c'est du plus de la pile vers le moins de la pile, en passant par le circuit, en passant par tous les dipôles qui sont branchés dans le circuit. D'accord. Le courant électrique, vous voyez qu'il est représenté par des flèches. Ces flèches se déplacent, et elles peuvent se déplacer plus ou moins vite. Hein. Ça modélise finalement l'intensité du courant. Si ma pile avait une tension plus grande, si l'énergie électrique que produisait ma pile était assez grande, vous voyez que sans changer l'ampoule, le courant électrique, représenté par les petites flèches, circule beaucoup plus vite dans le circuit et fait briller beaucoup plus la lampe. D'accord? Et à l'inverse, si l'énergie électrique fournie par ma pile était beaucoup plus petite, à ce moment-là, le courant électrique ici circule beaucoup moins vite, on dit que l'intensité du courant est plus faible, et donc ma lampe brille moins fort. D'accord? Il y a un instrument qui sert à mesurer cette intensité du courant, cette vitesse d'écoulement du courant, on va dire ça comme ça. C'est pas vraiment une vitesse, c'est plutôt un débit de charge, mais peu importe, on va pour l'instant parler de vitesse, ça sera très simplement. Donc cette vitesse d'écoulement de l'électricité, d'accord, du courant électrique, on appelle ça l'intensité du courant. Et elle est mesurée grâce à ce petit objet là qu'on appelle un ampère-mètre. Alors dans la vraie vie, hein, l'ampère-mètre ça ressemble pas à ça, c'est un boîtier vraiment. Là c'est simplement pour l'animation. Donc comment est-ce que je branche un ampère-mètre à l'intérieur d'un circuit? Il faut toujours brancher un ampère-mètre en série dans le circuit, en série avec un dipôle. Pour le brancher en série, il faut le brancher à la suite des différents dipôles. Donc par exemple, si je veux le brancher en série dans ce circuit-là, il faut que je le branche soit avant la lampe, soit après la lampe. Voilà, d'accord. Donc pour brancher avant la lampe, par exemple, je suis obligé de débrancher un fil. Voilà, je coupe un fil, puis je place l'ampère-mètre dans le circuit, et ensuite je referme le circuit grâce à un nouveau fil. Voilà. Et là, le courant électrique traverse l'ampère-mètre, ce qui va lui permettre de mesurer le courant électrique, l'intensité du courant électrique, et ensuite continue dans la lampe et revient à la pile. D'accord? Donc là, ce que je peux lire ici, c'est que le courant électrique a une intensité de 1,15 ampères. Le A majuscule, là, ça veut dire ampère. Hein. Vous vous rappelez, A, c'est pour ampère. Voilà. Donc ça, c'était pour l'intensité du courant. Bien entendu, si j'augmente la tension au niveau de la pile, vous voyez que l'intensité du courant devient de plus en plus grande, et que, bien entendu, la lampe brille beaucoup plus fort. Hein. Donc l'ampère-mètre arrive bien à mesurer cette augmentation d'intensité du courant dans le circuit. Et à l'inverse, si je diminue la tension de la pile, voilà, on voit que l'ampère-mètre ici mesure une intensité du courant beaucoup plus petite, beaucoup plus faible. Ok, voilà. Donc l'ampère-mètre sert à mesurer l'intensité du courant, si vous préférez entre guillemets
la vitesse d'écoulement du courant électrique dans le circuit, d'accord, représenté par les flèches rouges ici. Ok. Maintenant, alors je vais enlever l'ampèremètre et je vais introduire un autre appareil que vous avez dû normalement utiliser aussi en quatrième, c'est le voltmètre. Donc le voltmètre, ça sert à mesurer des volts, hein, comme son nom l'indique. Ça sert à mesurer des volts, c'est-à-dire une tension. Hein. Tension électrique, c'est écrit là, tension, d'accord, mesurée en volts. Alors qu'est-ce que c'est qu'une tension? Alors c'est un peu compliqué à expliquer comme ça, on va dire de manière rapide en faisant des rappels. Une tension, c'est une différence de niveau électrique entre deux parties d'un circuit, d'accord. Par exemple, la pile, elle a un niveau plus ici, et elle a un niveau moins ici. Hein, c'est le plus et le moins de la pile en fait. Hein. Le plus et le moins, ça représente simplement le niveau électrique de la pile à chacune de ces bornes. Le plus, c'est le niveau plus, le moins, c'est le niveau moins. Ok. Et bien en réalité, le niveau électrique plus de la pile va être différent du niveau électrique moins. Je suis en train de dire des trucs vraiment bateaux, vraiment logiques, hein, mais bon, on va partir du... Voilà. Donc, le voltmètre arrive à mesurer la différence de niveau électrique entre le plus et le moins. D'accord? Pour faire ça, il faut que je mette une borne du voltmètre sur une borne de la pile, par exemple cette borne-là, et la deuxième borne du voltmètre, il faut que je la branche sur la deuxième borne de la pile. Et là, hop, vous voyez qu'il y a écrit 3,5 volts, 3,50 volts. D'accord? Donc ça veut dire que la différence de niveau électrique entre le plus de la pile et le moins de la pile vaut 3,5 volts. Ok? Je peux faire ça n'importe où. Par exemple, si je veux mesurer la différence de niveau électrique entre ce point du fil là et ce point du fil là, je mets une sonde à ce niveau-là, une autre sonde à ce niveau-là, et je vois que la différence de niveau électrique entre ces deux points-là est égale à 0 volts. D'accord? Il n'y a pas de différence de niveau électrique entre ces deux points-là. Le niveau électrique ici est le même que le niveau électrique ici. C'est pour ça qu'il affiche 0. Il n'y a pas de différence entre les deux. Ok? A l'inverse, au niveau de la lampe, si je mets une borne ici et une autre borne ici pour mesurer la tension, pour mesurer la différence de niveau électrique entre les deux bornes de la lampe, je lis moins 3,5 volts. D'accord? Alors le moins là, c'est simplement que j'ai branché le voltmètre à l'envers. C'est-à-dire qu'en fait le noir j'aurais dû le mettre sur le rouge et le rouge j'aurais dû le mettre sur le noir. Enfin j'aurais dû inverser les deux. Regardez, si j'inverse les deux, le noir je le mets à la place du rouge et le rouge à la place du noir, hop, mon moins a disparu. Voilà, c'est simplement que le voltmètre mesure la tension dans le mauvais sens, on va dire ça comme ça. D'accord? Donc la tension aux bornes de la lampe ici est égale à 3,5 volts, comme la tension aux bornes de la pile. Je ne vais pas revenir ici sur les lois de l'électricité, d'accord? Là on va parler d'énergie électrique et de puissance électrique. Il faut simplement que vous compreniez bien que la tension, ça se mesure aux deux bornes d'un dipôle, donc il faut le brancher, le voltmètre, pour mesurer la tension, il faut le brancher en dérivation. Hein, c'est un terme que vous avez vu, ça, quand on branche en dérivation, ça veut dire qu'on branche par-dessus. Alors que l'ampèremètre, lui, on ne peut pas le brancher par-dessus, on ne peut pas le brancher en dérivation. On est obligé de le brancher dans le circuit. Donc on est obligé de couper le circuit pour le mettre dans le circuit, comme ça, pour qu'il puisse mesurer une intensité. Alors bien entendu, je peux faire les deux en même temps. Je peux mesurer l'intensité du courant dans le circuit et la tension aux bornes d'un des dipôles, comme ça par exemple. Donc là, l'intensité vaut 0,35 ampères dans le circuit et moins 3,5 volts au niveau de la lampe. Voilà, d'accord? Très bien. Voilà, une fois qu'on a fait ces petits rappels là, on va... Alors je défais un petit peu tout, je peux faire ça. Tac, voilà. Et on va repasser à l'activité qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire l'énergie électrique et la puissance électrique. Alors, donc l'objectif ici, alors c'est un TP, hein. En réalité, si on l'avait fait en classe, on aurait utilisé du matériel. Là, comme on n'est pas en classe, on va utiliser du coup le logiciel sur Internet. Donc l'objectif, c'est se familiariser avec les notions de puissance électrique et d'énergie électrique et remobiliser les savoir-faire quant à l'utilisation du voltmètre et de l'ampèremètre. Donc document 1 sur l'énergie électrique. Alors, les appareils électriques que nous utilisons au quotidien ont besoin d'énergie électrique pour fonctionner. Zut, voilà. Cette énergie électrique est transportée par le courant électrique qui circule dans le circuit de ces appareils. Nous pouvons calculer l'énergie électrique utilisée par un appareil électrique grâce à la formule mathématique suivante.
Donc l'énergie électrique utilisée par un appareil pendant son fonctionnement est égale à la puissance électrique de l'appareil multipliée par le temps de fonctionnement de l'appareil. D'accord? Donc je répète, l'énergie électrique utilisée par un appareil électrique lors de son fonctionnement, qui est une énergie donc qui est mesurée en joules, est égale à la puissance électrique de l'appareil, qui est mesurée en watts. D'accord? Ça c'est une nouvelle unité qu'on n'a pas encore vue, c'est les watts. Les watts c'est l'unité d'une puissance électrique. D'accord? Multipliée par delta T, qui est la durée d'utilisation de l'appareil en secondes. D'accord? Donc si vous voulez mesurer une énergie électrique en joules, il faut que la puissance électrique soit exprimée en watts et que la durée d'utilisation de l'appareil soit exprimée en secondes. D'accord? Donc voilà la formule pour calculer une énergie électrique. On avait déjà vu la formule pour calculer une énergie cinétique. L'énergie cinétique est égale à 1/2 fois m fois v au carré. On avait vu la formule pour calculer une énergie potentielle de position. EP est égal à m fois g fois h. Et là on a la formule pour calculer l'énergie électrique d'un appareil électrique, utilisé par un appareil électrique, qui est égale à la puissance électrique de l'appareil multipliée par le temps de fonctionnement de l'appareil. Ok? Ensuite, document 2, la puissance électrique. Alors, qu'est-ce que c'est que la puissance? Parce qu'on en parle ici dans la formule, hein, l'énergie électrique est égale à la puissance électrique fois la durée de fonctionnement, mais on ne sait pas trop ce que c'est que la puissance électrique. Alors, la puissance électrique, ça représente la quantité d'énergie que cet appareil utilise en une seconde. D'accord? Je répète, la puissance électrique d'un appareil représente la quantité d'énergie qu'il utilise en une seconde de fonctionnement. D'accord? Ok? Donc si vous allumez votre appareil pendant une seconde, l'énergie qu'il aura utilisée sera égale à sa puissance électrique. D'accord? La puissance électrique, c'est simplement la quantité d'énergie utilisée par cet appareil en une seconde. Juste une seconde. D'accord? Par exemple, pour fonctionner correctement, un appareil puissant utilisera beaucoup d'énergie à chaque seconde d'utilisation, alors qu'un appareil peu puissant utilisera peu d'énergie à chaque seconde d'utilisation. D'accord? Nous pouvons calculer la puissance électrique d'un appareil en courant continu grâce à la formule mathématique suivante. La puissance électrique de l'appareil est égale à la tension U mesurée aux bandes de l'appareil en volts multipliée par l'intensité électrique qui traverse l'appareil en ampères. D'accord? C'est pour ça qu'on a fait ces petits rappels sur l'électricité, sur la tension et l'intensité du courant, parce que on en a besoin pour calculer la puissance électrique. Il faut, pour calculer la puissance électrique d'un appareil, connaître la tension aux bornes de l'appareil qui est en train de fonctionner et l'intensité du courant qui traverse cet appareil qui est en train de fonctionner. D'accord? Voilà. Quelques ordres de grandeur de puissance d'objets du quotidien. Une lampe, un téléviseur ou un frigo ont une puissance électrique de 60 à 100 watts. D'accord? D'ailleurs, c'est à peu près la même chose, si je me trompe pas. Nous aussi, on consomme de l'énergie. Alors, on ne consomme pas de l'énergie électrique. On consomme plutôt de l'énergie chimique pour fonctionner, pour que nos muscles fonctionnent, pour que notre cerveau fonctionne, pour que voilà, notre cœur batte, etc., pour qu'on puisse respirer. Bien entendu, il nous faut de l'énergie. Hein, et cette énergie-là, on la puise dans les aliments qu'on mange, et dans ces aliments-là, il y a de l'énergie chimique. Donc en fait, notre corps, tout ce qu'il fait, c'est qu'il va utiliser l'énergie chimique qu'il y a dans nos aliments, et il va la convertir en une autre forme d'énergie, par exemple en énergie mécanique, en énergie de mouvement, quand je contracte un muscle pour faire bouger mon bras, par exemple. D'accord? Et bien notre corps humain, il a une puissance de 100 watts. C'est-à-dire qu'à chaque seconde, il dépense une énergie égale à 100 joules. Hein, je vous rappelle, la puissance, c'est la quantité d'énergie en une seconde. Donc si la puissance de mon corps est de 100 watts, ça veut dire que en une seconde, il a dépensé 100 joules d'énergie. D'accord? À chaque seconde là qui passe, il dépense 100 joules d'énergie. D'accord? Voilà. Donc une lampe, un téléviseur et un frigo, c'est entre 60 et 100 watts de puissance électrique. D'accord? Ensuite, un peu plus puissant comme appareil électrique que vous avez chez vous, le phare à repasser, le lave-vaisselle ou le four. Là, on est plus sur de l'ordre du kilowatt, c'est-à-dire 1000 à 3000 watts. D'accord? Donc par exemple, je sais pas moi, si on dit que le lave-vaisselle ici a une puissance de 1000 watts, ça veut dire, si on rapporte ça toujours à nous, ça veut dire que la puissance du lave-vaisselle est 10 fois supérieure à la puissance de notre corps. D'accord? La puissance dépensée. Alors encore une fois, c'est là, lave-vaisselle, four, etc. C'est de la puissance électrique.
Nous, c'est de la puissance chimique. D'accord? On n'utilise pas de l'électricité pour... Non, si, alors si, on utilise... C'est un peu... Ouais. L'énergie qu'on dépense pour que notre corps fonctionne, c'est de l'énergie chimique. Voilà. Et enfin, encore plus puissant, vous avez le TGV qui, lui, dépense énormément d'énergie en une seconde. Il dépense 8 millions de joules en une seconde, donc ça lui fait une puissance de 8 millions de watts. D'accord? 8 millions de joules en une seconde, c'est une puissance de 8 millions de watts. D'accord? Donc vous voyez bien qu'un TGV dépense énormément plus d'énergie en une seconde que une lampe ou un téléviseur. C'est normal, hein, parce qu'un TGV, on lui demande justement d'aller très vite et de transporter beaucoup de personnes. D'accord? Donc il faut qu'il soit très puissant, il faut qu'il dépense beaucoup d'énergie à chaque seconde, ce qui n'est pas le cas de la lampe. Hein. La lampe, c'est normal que ce soit beaucoup moins puissant qu'un TGV. Voilà, ok? Alors on va passer du coup à l'activité expérimentale. Donc la consigne ici de cette activité expérimentale, ça va être à l'aide du matériel fourni et des documents 1 et 2 de déterminer la puissance électrique de la lampe 1 et de la lampe 2. Il faut compléter le protocole de l'expérience, dessiner le schéma du circuit électrique et écrire les résultats dans le cadre réponse ci-dessous. Alors, la liste du matériel. La lampe 1, qu'on appellera L1, il faut la lampe 2, qu'on appellera L2, un voltmètre, un ampèremètre, un générateur et des fils électriques. Donc, si je reviens rapidement à mon logiciel de simulation, la lampe 1, ce sera la première lampe ici tout en haut. Ça ce sera la lampe 1, d'accord? Ça, c'est la lampe 1. La lampe 2, vous voyez que je viens de baisser, on baisse une fois le volet, et voici la lampe 2. D'accord? Donc la lampe 1, c'est la plus simple, la lampe 2, c'est celle qui a le petit, les petites vagues ici, d'accord, sur son support. Ok? Ça, c'est la lampe 2. Le générateur sera la première batterie, ici. D'accord? Ça, c'est le générateur. Et les fils, c'est ça. D'accord? Fils, c'est ça. Et ensuite, on vous dit aussi qu'il faudra utiliser un voltmètre et un ampèremètre. Le voltmètre, il est à droite, il est là. Et l'ampèremètre, il est là. D'accord? Donc c'est tout le matériel qu'il faut utiliser pour faire le circuit électrique. Alors bien entendu, les fils, là j'en ai pris qu'un seul, mais vous pouvez utiliser plusieurs fils pour faire le circuit électrique, pour relier tous les dipôles entre eux. Hein, d'accord? Pour relier la pile aux lampes, etc. etc. Ok? Voilà. Donc alors, je reviens sur l'activité. Dans l'activité, on vous dit de compléter le protocole. Le protocole, c'est écrit ici. Donc vous avez des phrases et il faut compléter les trous qui sont là. Et vous pouvez les compléter grâce, en vous aidant des mots de vocabulaire dans la liste de matériel ici. D'accord? Donc pour déterminer la puissance de la lampe L1, je dois mesurer la aux bandes de L1 avec le Puis j'utilise pour mesurer du courant qui traverse L1. Enfin, j'utilise la formule pour trouver la puissance de L1. Je recommence le même protocole pour la lampe L2. D'accord? Donc, vous vous aidez du document 1, du document 2 et aussi des mots qui sont ici pour pouvoir remplir le texte à trous ici. Et ensuite, il faut faire l'expérience. Donc, pour L1 et pour L2. D'accord? Je vous rappelle, le but, c'est de déterminer la puissance électrique de la lampe 1 et déterminer aussi la puissance électrique de la lampe numéro 2. Donc pour faire ça, il faut faire deux circuits électriques, un circuit électrique avec la lampe 1 et un circuit électrique avec la lampe 2. Et utiliser l'ampèremètre et le voltmètre pour ensuite calculer la puissance électrique. Je rappelle, la puissance électrique, elle est donnée grâce ici à cette formule-là. La puissance électrique d'un objet électrique, c'est la tension U, mesurée par un voltmètre, multipliée par l'intensité du courant I, mesurée par un ampèremètre. Ok? Voilà. Donc, pour la lampe numéro 1, vous mesurez la tension U, vous mesurez l'intensité I, vous calculez la puissance, et vous faites la même chose pour la lampe 2. Vous mesurez la tension, vous mesurez l'intensité du courant, et vous calculez la puissance. Dans le cadre ici, c'est le schéma du circuit électrique. Donc il faudra dessiner le circuit électrique avec l'ampèremètre et le voltmètre bien placés correctement pour mesurer, pour calculer la puissance électrique. Voilà. Et ensuite, vous avez deux petites questions à la fin de l'activité. Première question, quelle lampe brille le plus? Est-ce que c'est la lampe 1 ou la lampe 2? Et est-ce que c'est cohérent avec les résultats de puissance que vous avez obtenus? D'accord? Autrement dit, est-ce que la puissance que vous avez calculée pour la lampe numéro 1 est en accord avec
le fait qu'elle brille plus ou moins que la lampe numéro 2. Ou inversement, d'accord? Par exemple, si la lampe 1 brille très fort, mais qu'elle a une puissance électrique plus faible que la lampe numéro 2, c'est qu'il y a un problème. Hein, si la lampe numéro 1 brille plus fort que la lampe numéro 2, mais qu'elle a une puissance électrique plus faible que la lampe numéro 2, c'est qu'il y a un problème quelque part. Normalement, les lampes les plus puissantes, c'est celles qui brillent le plus. Hein. D'accord? Voilà. Et donc justifiez votre réponse, bien entendu, pour la question 1. Question numéro 2. Calculez l'énergie totale consommée par la lampe 1 et la lampe 2 au bout de 30 secondes, au bout de 1 minute, puis au bout de 1 heure. Donc en gros, calculez l'énergie totale. Vous avez la formule elle est tout en haut. L'énergie électrique consommée par la lampe, c'est la puissance électrique de la lampe multipliée par le temps de fonctionnement de la lampe. D'accord? Donc le temps de fonctionnement de la lampe, il vous est donné ici. Donc au bout de 30 secondes, si j'allume pendant 30 secondes la lampe, elle va dépenser combien d'énergie électrique? Ou alors si j'allume pendant 1 minute la lampe, elle va dépenser combien d'énergie électrique? Et si j'allume pendant 1 heure la lampe, elle va dépenser combien d'énergie électrique? D'accord? Voilà, donc vous calculez tout ça. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour la correction de cette activité là. Voilà, allez, bon travail et à la semaine prochaine.